bienvenue dans cette nouvelle capsule du choix. Aujourd'hui, nous allons aborder l'importance de faire ses propres choix, quitte à se tromper et à rectifier. Bassem, je suis ravie aujourd'hui de te retrouver de Merci beaucoup. nouveau. Merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, dans le quotidien, on est amené à faire énormément de choix. Tout n'est que choix dans la vie, Mhm, déjà quand on entreprend, mhm, que ce soit sur le plan professionnel ou mhm. personnel. C'est pourquoi faire ses propres choix finalement? Parce que le fait de ne pas les faire soi-même, c'est très gênant. En quoi c'est gênant? Bah, parce que si une autre personne fait les choix pour toi, si tu échoues, tu vas être tenté de pas te responsabiliser toi-même. Tu vas rejeter la faute sur les autres. Tu vas dire que bon, c'est les autres qui m'ont induit en erreur, ce sont les autres qui m'ont mis dans cette situation-là. Donc c'est une forme d'immaturité et c'est une forme de déresponsabilisation qui peut être très grave. Donc même si tu es dans... Déjà, il faut avoir conscience de qui fait les choix. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il faut que te battes parfois pour faire tes propres choix, parce que c'est pas forcément évident. Tu peux être dans une situation où soit t'en rendre compte, c'est quelqu'un d'autre qui les fait pour toi. Je pense aux relations de couple, ou les relations parents-enfants, où il y a des parents qui sont très toxiques et qui peuvent continuer à faire les choix toujours sous le cadre de la bienveillance, de la bienséance, de l'amour. C'est ça qui est assez pernicieux, c'est que c'est toujours sous un cadre qui est positif. Donc c'est comme si ça endormait nos défenses. C'est-à-dire on se dit ah ouais mais l'autre en fait l'autre personne veut notre bien, donc elle pourrait pas nous induire en erreur. Techniquement ça créerait une dissonance cognitive dans notre esprit. Mais c'est très, très, très vicieux. Et il faut toujours faire les choix, ses propres choix, quitte à se tromper. Et parce qu'en fait, le fait de faire ses propres choix, ça nous amène à une certaine maturité. Et si toi, t'es empêché de faire ces choix-là, le jour où tu vas commencer à les faire, t'auras pas l'âge que tu as biologiquement, mais t'auras l'âge de tes choix. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pas bon. Parce que si, par exemple, je prends un exemple. Si, par exemple, t'as 30 ans, mais que tu as la maturité de choix d'une personne de 20 ans, mais c'est très problématique. Tu manques de maturité, tu manques d'expérience, tu sais pas ce que tu dois faire, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Donc, et je recommande pas d'être dans cette situation, c'est l'une des plus graves. Donc c'est très important, il faut se battre parfois pour faire ses choix, pour les imposer aux autres, à soi-même d'abord et puis aux autres, des fois à la société. Donc c'est vraiment un combat, je dirais, primordial, vital, essentiel. Dans ce cas, Bassem, pour rebondir sur ce que tu viens de nous partager, faire ses propres choix, est-ce que ce ne serait pas peut-être aussi un apprentissage à l'école de la vie? Ah, totalement. À 100%. Euh, c'est peut-être les plus belles leçons. C'est-à-dire, et puis après, quand tu fais un choix, quel qu'il soit, peu importe, et que tu vois que ça a porté ses fruits, tu as une sorte de satisfaction personnelle. Tu dis, ah ouais, là, j'ai assuré, là, j'ai bien fait j'ai bien fait de prendre ce choix-là, et ça valide, en fait, ta compétence. Donc, c'est comme ça que tu gagnes en confiance. Tout à fait. Et quand ça se passe moins bien, quand on fait un choix et que justement, on se plante finalement, Ça peut arriver. Bah, il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'est planté, quelle est notre part de responsabilité dans ce plantage. Et si notre part de responsabilité est importante, bah, qu'est-ce que je peux rectifier? Donc demain, on sera meilleur que la personne qu'on a été auparavant. Et c'est une forme de maturité qu'on va acquérir au fur et à mesure du temps. Mais si toi, tu m'empêches de faire mes choix, tu m'empêches de grandir. de vivre peut-être tout simplement aussi, Tu, des expériences. tu m'empêches de vivre, tu m'empêches de grandir, tu m'empêches de croître, tu m'empêches de me développer, tu m'empêches de tout, en fait. C'est terrible. C'est comme si tu mettais un oiseau dans une cage et terminé. Je suis dans la cage. Tu vois? Et, et, et le fait de s'engager dans le business, de faire de l'entrepreneuriat, de créer des entreprises, c'est un choix qui est fort. Ça veut dire que tu dis aux autres que tu prends ton destin en main. Je pense que c'est l'un des choix les plus forts et les plus engageants qui soient. Après, il faut être à la hauteur de ce choix-là. Il faut être à la hauteur de cette ambition et il faut se donner les moyens de réussir aussi. Parce que c'est pas le tout de créer une boîte. Tout le monde pourrait créer une boîte demain. Mais est-ce que tu seras à la hauteur de ça? C'est une autre question.
Et justement, par rapport à l'importance de faire un choix, d'autant plus quand on entreprend, quand on a une idée, qu'elle a le potentiel, qu'elle a les ressources, qu'elle a le matériel, qu'elle a tout ce qu'il faut, entre guillemets, que c'est vraiment le bon moment. Et apprendre à savoir dire oui et non, Mmh. c'est un vrai challenge pour beaucoup d'entrepreneurs. Déjà, ne serait-ce que par rapport à l'environnement professionnel, Oui. ça peut être un prospect, un client, etc. Mmh. Mais aussi par rapport à son environnement personnel, parce que c'est un chamboulement, l'entrepreneuriat, dans la vie personnelle pour beaucoup de personnes, Mmh. ne serait-ce que par rapport à la tranche horaire et la flexibilité horaire que parfois on doit avoir en tant Mmh. qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Donc, faire un choix, par Mmh. exemple, simple dans le quotidien, de se dire, «Ouah, aujourd'hui, il va falloir que je fasse 2 heures de plus parce que vraiment j'en ai besoin pour tel projet, pour tel client». Comment imposer, enfin, peut-être pas imposer, mais dire à un moment donné, j'ai besoin, par Mmh. exemple, de faire ce choix, d'avoir ce laps de temps Mmh. qui va empiéter, par exemple, sur la vie personnelle, Mmh. mais c'est un choix que je fais parce que c'est bon pour mon activité. Comment je dois faire ce choix? Comment je dois l'imposer aux autres, en fait? Comment savoir le faire? C'est plus ça, en fait, c'est la pratique. Comment savoir le faire? Ouais, Bah, tu dois communiquer avec ton entourage, si tu as une famille, si tu as des proches, pour leur expliquer en amont de faire ce choix que ta vie, elle est structurée de cette manière-là, que ta vie, elle est entre guillemets «particulière» et que tu as pas des horaires, typiques du 9-17 et que tu es sur un autre, mood et donc tu dois faire cette communication-là en amont et tu dois donc c'est beaucoup de communication pour éviter les frictions. Après, la communication n'empêche pas la friction, mais ça permet d'arrondir les angles. Ça permet de ça passe mieux si tu communiques mieux et tu prends le temps de le faire. c'est plus digeste peut-être. C'est plus acceptable. C'est plus acceptable pour les autres et pour toi-même. Mais donc c'est ta capacité à communiquer, à expliquer, à être pédagogique par rapport à ça. Et si tu partages aussi ton ambition avec les autres et la vision que tu as avec les autres, t'as pas besoin d'expliquer trop longtemps parce qu'ils se disent, ils ou elles se disent, bah, il fait ça parce qu'il a un objectif qui est supérieur. Il a cette ambition, il veut réussir, il veut construire des choses. Et donc, bah, ça passe par des sacrifices. Tout à fait. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs. Et savoir dire oui et non, ça peut peut-être parfois aussi être le fait de pouvoir imposer aussi à un moment donné, quand on sent qu'autour de soi, Mmh mh. les personnes sont limitantes, Mmh. bloquantes, etc. C'est aussi peut-être croire en soi et en son projet Mmh. et ne pas se laisser abattre, entre guillemets, par un choix qu'on viendrait nous imposer. Bah, tout dépend du choix qu'on souhaiterait nous imposer. Alors, moi, par rapport à l'expérience que j'ai, un entrepreneur, il doit dire plus non que oui. C'est intéressant ce que tu partages. Est-ce que tu peux approfondir? Bah, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de ressources pour pouvoir réussir. On va dire la principale ressource, c'est son temps. Eh oui. Et donc, si tu dis oui à toutes les sollicitations, à tous les rendez-vous, à toutes les possibilités, à toutes les opportunités, en fait, au final, à la fin de la journée, t'as pas consacré du temps à toi. T'as consacré du temps aux autres. Après, tu peux consacrer du temps aux autres si dans le deal, c'est gagnant-gagnant. Là, ça marche. Encore que. Donc, un entrepreneur qui veut vraiment être très successful, qui veut vraiment réussir, mais je parle vraiment de grande réussite, c'est quelqu'un qui doit dire non à 99% des cas. 99% des cas et Oui. 1 finalement, ça pourrait dire oui à quoi? Bah, 99% des cas pour garder son temps à lui Oui, ou à elle. C'est-à-dire, elle doit pas répondre aux sollicitations, elle doit travailler sur sa créativité, elle doit s'engager sur son projet. Et donc, c'est pour ça qu'elle doit dire non, pas dans 99% des cas, mais dans 99% des sollicitations extérieures qui rentrent pas dans le cadre de ce projet. d'accord. C'est plutôt ça, je précise. Mais c'est pour préserver son temps, sa créativité, et parce que cette personne-là, elle a besoin de réfléchir, d'agir, de concevoir, de coder, de créer, de monter, bref, d'être dans la créativité et de proposer, d'être force de proposition. C'est ça être entrepreneur, c'est être force de proposition. Mais si tu es distrait sur ton téléphone, si tu passes du temps avec les autres, à chiller, à te distraire, à faire machin, bah, t'as anéanti cette possibilité-là. Sachant que les tentations sont nombreuses. Hyper nombreuses. On est dans une société de consommation, donc c'est pas évident.
Donc, en résumé, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit préserver ses ressources. Donc, il doit dire non. Non aux sollicitations extérieures, et puis il doit gérer son argent. Donc, si tu gères pas ton argent, bah, tu vas dire oui à tout le monde. Tout Donc, un débat par rapport au fait de gérer son argent. Est-ce que tu as un tips à nous partager par rapport à ça? bah, tout dépend de l'approche que tu as par rapport à ton projet. Si ton projet, tu le bâtis avec tes propres fonds, bah, tu vas être super regardant sur chaque centime parce que c'est ton argent et t'as pas le droit à l'erreur parce que si ça marche pas, bah, tu vas revenir à la case départ, plus des dettes, plus de retard, machin. Si tu abordes ton projet avec l'argent des investisseurs, c'est autre chose. Ça veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi. Mais déjà, t'es plus à l'aise, t'es un peu plus à l'aise, t'es un peu moins stressé et tu vas pouvoir gérer les choses différemment. Mais de toute manière, même si tu as l'argent des investisseurs, tu as quand même des comptes à rendre, tu dois expliquer pourquoi tu as fait tel choix, pourquoi tu as dépensé comme ci, pourquoi comme ça. Donc quelque part, tu deviens comme un étant c'est bien de faire comme ça. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire comme ça, mais tu dois rendre des comptes à d'autres personnes. Donc, c'est comme une forme de salariat, au fait, de l'entrepreneuriat. Donc, bon, c'est à voir. Des fois, on est obligé de passer par des investisseurs parce qu'on n'a pas les fonds. On a besoin d'une croissance organique très importante. Et donc, bon, c'est un mal pour un bien, on va dire. C'est le rapport qu'on entretient avec la dette. Est-ce que la dette qu'on va solliciter, elle va nous permettre de créer un actif qui va être plus grand demain? Telle est la question. Ou est-ce que la dette qu'on va solliciter, on va la détruire en locaux, en salaire, en communication, en marketing, en effet de mode, machin, en innovation, ou pas? Donc, c'est ça la question, en fait. C'est binaire, finalement. Est-ce que l'argent que tu as investi dans ta boîte, est-ce que tu as réussi à créer une valeur supérieure à ce qu'il était auparavant, ou pas? Tu vois? Faut pas chercher midi à 14 heures. Et c'est la question que les investisseurs vont te poser. Ils vont te dire, voilà, moi j'ai investi 200 000, que vaut la boîte aujourd'hui? Quel est son cash flow? Quelle est sa rentabilité? Si vous n'êtes pas rentable, sous quel horizon vous serez rentable? Quand est-ce que vous allez distribuer des dividendes? Voilà. Un rendez-vous avec un investisseur, ça dure 5 minutes, hein. Il n'a pas besoin de te faire une séance de thérapie. C'est quand est-ce que je gagne mon argent? Quand est-ce que je récupère ma partie? Et comment tu comptes faire? 3 questions. Et tu as intérêt à être très éloquent, très convaincant sur les 3 questions. D'où l'importance de faire les bons choix. De faire les bons choix et de savoir d'expliciter auprès des autres. Parce que des fois, tu fais des choix, il faut que, quand tu fais ce choix-là, il faut que tu aies conscience que plus tard, dans 6 mois, 8 mois, 1 an, on va te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Tu vois? Et des fois, il y a des entrepreneurs aux États-Unis qui passent devant le Congrès. Tu as dû voir la vidéo de Mark Zuckerberg Oui, avec son costume entouré de tous les journalistes là, qui prenaient des photos, ou Elon Musk, ou quel que soit l'entrepreneur, et on leur pose des questions. On dit, mais pourquoi vous faites comme ça? Les réseaux sociaux, ok, mais est-ce que ça fait vraiment du bien à la population? Donc voilà, on leur pose des questions presque éthiques. Mmh. Et on leur dit, oui, mais pourquoi cette stratégie? Comment vous faites pour gagner de l'argent? Est-ce que là, c'est moral ce que vous avez fait? Est-ce que c'est éthique? Etc., etc. Donc ils sont mis sur le grill. Selon les sénateurs, ils sont plus ou moins avertis. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir comment les choses évoluent. sachant que les investisseurs ont l'art et la manière d'apporter des questions très confrontantes, parce que ils font eux le choix d'investir sur une activité, d'investir dans le business d'un entrepreneur parce qu'ils y croient, parce ils ont été convaincus par les arguments et les propos de l'entrepreneur, mais derrière, il faut qu'ils prouvent Oui, voilà, qu'ils ont fait le bon choix, eux déjà, de lui faire confiance. absolument. Alors, ce qui est bien aussi, on en parlait dans un podcast précédent, c'est que les investisseurs aiment bien investir sur des entrepreneurs qui sont déjà trompés, Qui se sont plantés. qui sont plantés. Parce qu'on est sûr que dans la plantade, ils vont pas refaire les mêmes erreurs. Il y a des leçons qui ont été Il y a apprises, bah, ça y est. théoriquement. Et puis elles sont marquées au fer rouge parce Oui. que, par exemple, il y a une entreprise qui peut se planter. Bon, il y a plein de raisons de plantade. On va pas toutes les énumérer ici, mais par exemple, le fait de recruter pas les bonnes personnes, de pas recruter les bonnes personnes, bah, ça te met dans le mur. Oui. Le fait de pas savoir gérer sa trésorerie à bon escient, ça te met dans le mur. Le fait de pas être capable de parler, de diffuser, de distiller ta culture d'entreprise auprès de tes équipes,
ça te met dans le mur. Totalement, parce qu'en plus, c'est une culture qui est incomprise, et le fait qu'elle soit incomprise, elle n'est pas, les personnes avec qui on travaille ne se l'approprient pas, elles ne l'incarnent pas non plus, elles ne la Ouais. portent pas. Et ça, c'est très, on va dire, ça a un gros impact sur l'entreprise aussi, le fait d'avoir presque des personnes qui travaillent dans l'organisation, qui sont désengagées, mais par manque d'engagement, peut-être même quelque part, de la part de l'employeur. Oui, ils sont désengagés parce qu'ils comprennent pas les valeurs de Voilà. l'entreprise ou parce que l'entreprise a pas su les expliciter, les clarifier réellement. Après, il y a des entreprises qui savent pas incarner ces valeurs parce qu'elles disent, quand on va sur leur site, ils disent, je sais pas moi, L'humain est au centre de notre activité. Ça, c'est... clarity, transparence et on va dire humain. Oui. Mais quand on rentre à l'intérieur de l'entreprise et qu'on observe juste une demi-journée dedans, on voit que la communication est pas bonne, que le management est toxique, qu'il y a des retards sur les salaires, que les fournisseurs sont pas payés, etc. Donc on voit une chaîne de dysfonctionnement. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on voit la pub à la télé? On se dit, ok, c'est de la com. Ils font ça pour soigner leur image de marque. Ils font ça pour soigner leur réputation. Et c'est mettre un pansement quelque part sur une blessure qui reste ouverte. Et c'est de la com. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour préserver une image, pour que les gens, quand ils vont voir la marque, ils vont se dire, ah bah, j'achète parce que ils ont dit qu'il était comme ça. Mais quand on rentre à l'intérieur, il faut être un insider, hein. Quand on rentre à l'intérieur, on se voit qu'il y a plein de dysfonctionnements, il y a plein de défaillances. Et même s'ils sont eux dans le déni, les dirigeants de ça va leur retomber dessus tôt ou tard. C'est là où justement l'importance de faire des choix revient. Oui, oui, c'est très important. Il faut faire les bons choix, il faut recruter les bonnes équipes, il faut avoir la bonne communication. C'est très complexe de réussir un projet d'entreprise. C'est vraiment difficile. C'est pas à la portée de tous, vraiment. Dans ce cas-là, il faut aussi à un moment donné, peut-être, qu'est-ce que tu en dis, se respecter toujours dans ses choix. Il faut que dans nos choix, il y ait une logique. Mmh. Il faut qu'il y ait une ligne directrice pour que les gens comprennent pourquoi on a fait tel choix. Et comment être comme ça? C'est en étant dans le vrai. Tu vois? Mais tu dois être dans le vrai, mais tu dois être totalement dans le vrai. Tu dois pas être dans le vrai lundi, pas mardi, puis mercredi, tu reviens dans le vrai. Tu dois vraiment avoir cette ligne de conduite. Et le fait d'être dans cette ligne de conduite dans le vrai, ça te permet de clarifier ta position par rapport aux autres. Ça permet aux autres de comprendre pourquoi tu fais tel ou tel choix. Et ça te permet, bah, toi, de gagner aussi en maturité. De dire, voilà, ma position, par exemple, sur les retards, c'est pas de retard. Par exemple, je prends un exemple factuel. Pas de retard. Ou bien, vos soucis personnels, vous les laissez à la porte, vous les laissez à l'entrée. Quand vous êtes et combien de fois dans ma vie professionnelle, j'ai vu des gens qui amenaient, mais leurs problèmes perso, mais dans l'entreprise. Ok? C'est-à-dire que leurs problèmes avec leurs gosses, leurs problèmes de santé, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes X, Y ou Z, bref. C'est très répandu et C'était un nid à ça... problème. Mais les gens qui sont vraiment professionnels, ils font jamais ça. Ils savent faire ce qu'on appelle la part des choses. Donc tu viens pour accomplir une mission, pour donner le meilleur de toi-même. Et c'est pourquoi maintenant de plus en plus d'entreprises préfèrent faire appel à des prestataires. Je te fais appel à une prestataire, à des freelances sur une période donnée. J'ai pas à gérer des divas qui sont super exigeantes et que j'ai pas les moyens d'entretenir de toutes les manières. Vous travaillez une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an sur ce projet. Vous me le livrez tel que moi je le souhaite. Et ciao. Parce que le prestataire, il a l'enjeu justement de réussir Ouais. sa mission pour développer son activité ou la maintenir. Oui. Donc maintenant, on voit l'ubérisation de beaucoup de gens, d'anciens cadres qui ont une certaine expertise et qui maintenant interviennent dans beaucoup d'entreprises, mais qui sont plus du tout en CDI et qui sont plus, il y a plus de postes en CDI pour ce type de prestataire. Ou bien pour des entreprises qui sont vieillissantes ou qui ont des quotas à remplir ou des choses comme ça. Mais maintenant, les entrepreneurs, ils préfèrent faire appel à quelqu'un pour une mission spécifique et sans avoir à gérer ni l'avant ni l'après, mais juste à gérer la prestation en bonne et due forme. Et ça leur permet de concentrer leur énergie différemment, Oui. d'aller directement au vif, Oui. enfin, au vif du sujet, au vif de la mission. Oui, et ils préfèrent avoir affaire à avoir cette relation de client, de fournisseur à client, enfin de prestataire à client, et juger la prestation, dire voilà, là on est satisfait, là on n'est pas content, plutôt que de gérer des congés payés,
des trucs de retraite, la médecine du travail, la santé, les coûts de la vie, et j'en passe. Donc voilà. Ce qui crée des opportunités gigantesques dans le monde Oui. de l'entrepreneuriat aujourd'hui, Ah oui, tout oui, oui, domaine oui, 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 confondu. oui. Bah, comme l'IA, comme l'intelligence artificielle, elle va révolutionner le monde du travail parce que toutes les tâches qui sont aujourd'hui répétitives, que ce soit un solopreneur ou la plus grande multinationale qui a 1 million de salariés, toutes les tâches qui nous semblent rébarbatives et répétitives, elles vont être traitées par les IA Oui. d'ici aujourd'hui ou maximum d'ici 2030. Maximum. Parce que les progrès qui sont faits dans cette technologie sont colossaux. Donc, mais la question qui se pose avec l'IA, puisqu'on parle des choix, l'IA, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'IA parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, de perdre de l'argent. On n'en reviendrait pas à la peur de l'inconnu. Quelque part. Et en plus, la science-fiction a tout un imaginaire autour de ça. Euh, L'IA, elle pose une question à l'humanité à laquelle l'humanité va devoir répondre. Laquelle? Je vais te dire. Elle pose une question, c'est est-ce que, enfin, deux questions plus précisément. C'est est-ce que vous êtes votre boulot? Est-ce que votre boulot c'est vous? Ça, c'est la première question que l'IA pose. Parce que beaucoup de gens se présentent. Voilà, je suis médecin, je suis avocat, je suis fiscaliste, je suis entrepreneur. Et juste ça, c'est censé ça y est, ça définit l'individu. Donc ça, c'est la question que pose l'IA. Et la deuxième question que pose l'IA, c'est que va devenir l'humanité avec un grand H demain, une fois que toutes ces tâches répétitives seront réalisées de manière automatisée. Ça va dégager un temps, mais colossal aux gens, des tâches qui vont plus être faites par des personnes. Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps? Eh oui, que va-t-on en faire? Que va-t-on en faire? Et donc ça, c'est le next level de l'humanité. C'est comme on passait du Jurassique au Crétacé. Là, on va passer de la période actuelle, tu sais, les périodes néolithiques, Oui. machin. Et là, on va passer à une nouvelle époque, celui du temps, je sais pas comment ils vont l'appeler, celui du numérique 4.0, où les gens vont probablement avoir un revenu universel, parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur boulot. Il va falloir quand même les entretenir dans la société, puisqu'ils ont plus de fonctionnalité, une fonctionnalité limitée. Et en fait, les gens qui vont rester travailler, entre guillemets, ça va être les personnes les plus créatives du lot. Ça va être eux la crème de la crème, parce qu'on va avoir besoin de gens qui vont nous proposer des choses créatives. Mais les gens qui sont dans des métiers répétitifs, Manuel? manuels, ils sont en train déjà de disparaître. Les caisses sont automatiques. Il y a plus de pompistes dans les stations-service. Et demain, il y aura plus d'administration. On fera tout sur Internet. C'est déjà le cas un petit peu avec l'augmentation du numérique, mais ça nous prépare à ce basculement. Probablement demain, Amazon. Le jour où Amazon va décider de s'implanter réellement dans l'alimentaire, on n'aura plus à aller chez Carrefour ou chez dans un supermarché. On va faire nos courses tranquillement dans le métro en cliquant sur les produits qui nous intéressent et ça sera livré le soir même. Amazon ou un autre acteur, peu importe. Et donc, so what? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, demain, dans une société qui va se remodeler totalement. On sera plus son métier. On sera Adriana, ou on sera Bassem, ou on sera Adrien, ou on sera Bastien, ou Michel, ou Jean-Jacques, ou peu importe. Et bah, ça va être comme pendant le Covid, comme pendant le confinement. On va se retrouver comme ça. On va se dire, mais c'est quoi ma vie? Où est-ce que je fais? Quel est le choix que je veux faire de ma vie? J'ai maintenant 20 ans devant moi. J'ai un revenu, on va dire, automatisé. Et qu'est-ce que je fais faire de ce temps? C'est une vraie question. Selon toi, Bassem, où va le monde dans ces conditions? Alors le monde, il n'est pas unitaire, tu vois. Le monde, il est fragmenté, il est dispersé. T'as le monde occidental, t'as le monde, t'as le monde, t'as l'Orient, t'as l'Occident, t'as des zones plus pauvres que d'autres. Donc le monde, t'as des conflits géopolitiques, t'as des tensions, il y a beaucoup de conflits en ce moment. J'espère qu'ils vont se résoudre le plus vite possible, parce que à la fin d'un conflit, et l'histoire nous l'a appris, c'est que à la fin, même s'il y a des millions de morts, les gens se réunissent autour d'une table et ils vont signer un traité. Donc plus vite tu vas signer le traité, moins de gens vont souffrir. Donc j'espère que quel que soit le conflit, tu vois, je prends pas parti, tu vois, mais j'espère que les gens vont se réunir autour d'une table et trouver un terrain d'entente, un consensus. Tu vois, c'est ce que je souhaite au plus profond de mon âme. Tu vois, qu'on arrête ça
et qu'on arrête ces conflits parce qu'ils n'ont pas lieu d'être, tu vois. Et donc, où va le monde? Ben, on va vers un monde nouveau. Oui. On va vers un monde où les gens ne veulent plus forcément réfléchir, où les gens veulent ressentir, tu vois. On va vers un monde pas forcément matériel, mais peut-être où le matériel n'aura plus aussi la place aussi importante qu'on lui a donnée, tu vois. Donc on se dirige vers un nouveau monde, avec une nouvelle spiritualité, avec un nouveau rapport au temps, avec un nouveau rapport à la mort. Et voilà. Donc c'est un nouveau monde qui s'esquisse, avec un nouveau langage, avec des nouvelles interactions. C'est un nouveau monde où toutes les barrières vont être revues et corrigées. Peut-être que nous on le verra pas, mais peut-être nos enfants. Pour tendre vers ce résultat. Le fait, justement de pouvoir, ressentir, vivre différemment, heu, le développement personnel, le travail sur soi est indispensable. Qu'est-ce que tu en penses? C'est, on devrait faire ça à l'école, Eh oui. tu vois. Normalement, dans les cours, on en a déjà parlé, dans les cours, euh, à côté de la musique qu'il faut faire, peut-être qu'ils la font pas assez bien, mais bon, c'est encore une autre question. Il faudrait peut-être, je sais pas moi, 2 heures par semaine, on va dire 1 heure pour prise de parole en public, parce que tout le monde va prendre la parole en public dans sa vie, c'est obligatoire. Et on va dire 1 heure pour travailler sa confiance en soi. C'est pas mal déjà. Ça ferait 2 heures par semaine, de la sixième jusqu'à la terminale. Bah, en principe, si le programme est bien fait et bien ficelé, bah, on devrait avoir des gens qui sont vraiment éloquents, qui ont confiance en eux, qui savent développer une pensée, avoir des arguments, contredire, contre-argumenter, etc. Chose qu'on n'a pas actuellement. Mmh. Qui savent être Qui savent être et qui sont pas que dans l'avoir, exactement, mais dans le faire. ni dans le faire. Voilà pour cette capsule. Merci beaucoup pour tout ce Merci que à tu nous as toi. Merci partagé. infiniment. Merci à vous, d'avoir été parmi nous. Commentez, partagez, réagissez. Nous sommes, impatients d'avoir vos retours. Nous répondrons à vos commentaires et on se dit à très vite pour la prochaine capsule. À très bientôt. Cet épisode est sponsorisé par Frégate Éditions, maison spécialisée dans les finances personnelles et ouvrages de référence tels que The Millionaire Next Door, qui dévoile les secrets des riches américains, et Votre argent ou votre vie de Vicky Robin, qui a déjà changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Ces ouvrages sont disponibles à la FNAC. Retrouvez tous les détails dans le descriptif. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si le contenu vous a plu, vous a marqué, vous a motivé, diffusez ces good vibes autour de vous en le partageant à au moins 2 personnes de votre entourage. Retrouvez les autres épisodes sur Plumania et les différentes plateformes d'écoute telles qu'Apple Podcast, Amazon Music, Castbox, iHeart Radio, Goodpods, Overcast, Pocket Cast, Radio Public et Deezer. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée.